Alors, je suis née à Milan, de parents italiens, donc à 6 ans, 7 ans, quand je suis arrivée en Suisse. J'ai vraiment appris le français et j'ai vraiment pris soin d'exceller aussi. C'était vraiment le désir c'est très fort, le désir d'intégration chez un enfant. J'étais vraiment à la fin du gymnase comme beaucoup de... je voulais être comédienne, voilà. Mais en même temps, j'écoute le conseil de mes parents qui me disent non pas fais ton bac d'abord, mais fais ta licence d'abord. Et donc, très naturellement, je me suis tournée vers les lettres. Quand j'ai fini mon université et que j'ai voulu commencer les études de théâtre, je me suis tournée vers le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Et j'ai réalisé que l'âge limite, c'était 24 ans, et j'avais 24 ans. Et puis j'ai été indignée, je me disais, mais c'est pas possible, je me prépare intellectuellement à devenir comédienne, j'étudie Marivaux, etc. Et puis après, c'est plus pour moi. Alors j'ai pris ma plume, et j'ai écrit une lettre au directeur de du Conservatoire d'art dramatique de Paris pour lui dire ça. Voilà, écoutez, c'est incroyable, je rêve depuis toute petite d'être comédienne, je me prépare intellectuellement et maintenant je suis prête. Il me convoque. Je vais à Paris et j'ai le directeur du conservatoire en face de moi qui me dit votre lettre, elle est formidable. Ça dénote vraiment un tempérament d'une personne vraiment mûre, qui n'a plus besoin d'aller à l'école. L'école n'est pas faite pour vous, vous devriez y aller, essayer. Et là, pendant 2 ans, je crois, j'ai suivi les cours à l'atelier théâtral d'Ivry, tout en faisant des petits jobs ici et là. Et l'hebdo venait de paraître, venait de naître. Et une amie me dit, mais va voir, peut-être tu peux faire des piges à l'hebdo. Et je me suis dit, je vais faire de la critique, des notes de livres. Je pensais à la littérature, moi. C'était uniquement ça. Je ne pensais pas du tout au journalisme. Je me disais, tu as fait lettres, tu aimes la littérature, tu peux faire des notes de lecture. Et je me retrouve à un briefing un matin, un briefing de l'hebdo, avec les gens qui sont là, puis qui se disent bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut en penser, quelles sont les bonnes questions à se poser. Et là, j'étais là, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Un groupe de gens qui se posent ensemble la question de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il est intelligent d'en penser, ou quelles sont les bonnes questions que les autres ne se sont pas posées. J'ai trouvé ça génial, voilà. C'est ça, je suis tombée dedans, comme ça. Nous sommes peu nombreux, trop peu nombreux bien sûr. Quand on est dans une rédaction, on trouve toujours que nous manquons de monde, mais je crois qu'on peut tout de même faire un journal intéressant avec une petite équipe. D'autant plus que cette petite équipe, elle est très ouverte sur l'extérieur. Nous accueillons des collaborateurs extérieurs. Il y a des possibilités pour tous les romans de s'exprimer dans l'hebdo d'une façon ou d'une autre, notamment sous la forme de tribunes libres. Il y a bien sûr l'apport également des informations que nous recevons de nos confrères de la Vorrée. Et je crois que dans ces conditions-là, nous avons l'espoir de faire un bon magazine. C'était vraiment une des spécificités de l'hebdo, c'était une petite équipe qui cherchait l'originalité et qui cultivait le regard transversal. Alors le sport préféré de Pilet, c'était justement d'envoyer Agnelletti au Salvador pour les élections en pleine guerre civile, quoi. Et d'ailleurs, je me suis appuyée sur des collègues que j'ai trouvés sur place pour regarder qu'est-ce qu'il était judicieux de faire. Et là, au Salvador, c'était plus facile parce qu'il y avait des groupes de journalistes qui étaient là pour les élections.
Et je me suis embarquée avec eux. Il y en a un qui dit ouais, là, ça va être intéressant parce que c'est une zone difficile. Alors, on y va. On arrive à 6 heures du matin dans un petit village des collines du nord je crois que c'était le nord du Salvador. Je vois des paysans arriver sur la place du village. On m'explique qu'ils ont marché 4 heures dans la nuit pour venir voter. Et tout à coup, coup de feu, la guérilla débarque, renverse les urnes. Moi, j'étais morte de peur, quoi. Je me retrouve à courir dans une église avec les gens qui étaient là, avec un adolescent de 14 ans qui me tape dans le dos en me disant « Mais t'en fais pas, c'est pas grave. » Ils vont... Parce que je les imaginais ouvrant les portes de l'église et tuant tout le monde à coups de mitraillette. C'est ça l'image que j'avais en tête. Je sors de là, les genoux tremblants, je rentre à San Salvador. J'ai fait mon reportage et comme j'étais débutante, j'ai voulu jouer les blasés et j'ai mis l'attaque de la guérilla, le récit de l'attaque de la guérilla à la fin de l'article. Et j'envoie mon article à Lausanne. Le secrétaire de rédaction me rappelle, il me dit c'est bien ton truc, mais on ne comprend pas pourquoi tu as mis l'attaque de la guérilla à la fin. Puis j'ai réalisé que c'est parce que je me rendais compte qu'une attaque de guérilla pour un journaliste baroudeur international, c'était banal. Et donc je voulais pas faire la débutante qui avait eu peur, et qui avait été émue et qui avait pensé tout ce que j'avais pensé que je n'avais pas écrit sur à quel point c'est précieux de voter, à quel point c'est... Voilà. Et là, je me suis pris une leçon ma première leçon de journalisme en disant toutes tes impressions, tous tes premiers réflexes, toutes tes émotions, c'est ça que tu dois au lecteur. C'est pas de vouloir jouer les blasés en faisant croire que la guérilla... Voilà. C'était une période, disons, où tous les projets journalistiques étaient permis, tous les rêves journalistiques étaient permis, parce qu'il y avait, ça c'est quand même le contexte, parce qu'il y avait un marché publicitaire, disons, florissant. Et je pense que je ne crois pas que la presse est connue, la presse romande, même bien avant, est connue une période aussi florissante que celle des années 80. Il y avait, la pub finançait 70%, je crois, les journaux étaient gros comme ça, voilà. J'étais à l'hebdo, Jacques Pillet convainc Pierre Lamunière, des éditions Lamunière, qui étaient encore les éditions Lamunière, qui ont été rachetées maintenant par Tamedia, de faire un quotidien. Et Lamunière dit oui, et Pillet constitue une petite équipe pour concevoir un nouveau journal. Et me demande de venir dans cette petite équipe. Il y avait les mêmes ingrédients qu'à l'hebdo, c'est-à-dire une petite équipe, super motivée, super transversale, avec une exigence d'originalité très très forte. On travaillait juste, je pense, le double que d'heures simplement. Voilà, mais on le faisait avec passion, je sais pas, voilà. Mais c'est vrai que, et ça a été le cas également au Nouveau Quotidien, mais c'est vrai que peu à peu, c'est pas que j'aimais pas faire des reportages à l'étranger, mais c'est plutôt que j'ai développé mon intérêt pour des thématiques qui étaient naissantes à ce moment-là. Et j'étais un peu celle qui s'intéressait à ça, ça me distinguait un peu des autres. C'est pour ça qu'au fond, j'ai développé là-dedans. C'est-à-dire les choses qui étaient un peu sociologiques, psychologiques, à la limite entre l'intime et le collectif. Comment je m'habille, comment j'élève mes enfants, comment je me sens. Et on a de la difficulté à se représenter aujourd'hui à quel point ces thématiques-là sont récentes dans la presse, simplement. Alors, il y avait dans les magazines féminins un grand intérêt,
Et alors, un excellent traitement, hein. Marie-Claire et elle étaient des journaux à l'époque que les gens sérieux ne lisaient pas, mais qu'ils avaient bien tort de ne pas lire. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans ces journaux-là, à l'époque, il y avait d'excellents sujets société qu'on retrouve 20-30 ans plus tard dans le Temps ou dans le Point, dans les journaux qui se veulent plus prestigieux, quoi. J'ai eu mon fils pendant que j'étais au Nouveau Quotidien. Voilà. Et je me suis retrouvée donc travaillant au Nouveau Quotidien avec un fils à Neuchâtel. Et une famille et une maison à Neuchâtel. Mon mari travaillait à Zurich à ce moment-là. Donc on partait tous les matins. Moi à Lausanne, lui à Zurich, et on était tous les deux à plein temps. Voilà. La période pendant laquelle j'ai été mère de famille et au Nouveau Quotidien était brève. Ensuite, il y a eu la fusion avec... il y a eu la mort du Nouveau Quotidien. C'était une fusion avec le Journal de Genève pour faire un nouveau journal qui s'appelait Le Temps. Mais c'est vrai que l'identité du Nouveau Quotidien et la couleur, c'est de la culture. Elle sait... Forcément, une fusion, c'est une fusion. Et puis le Journal de Genève, c'était une culture et une couleur très différentes. Et notamment, justement, un cloisonnement... c'était chacun fait son truc et on lui fiche la paix. J'étais très bien au Temps. Parce que j'ai pu y faire des choses intéressantes. J'avais une très grande liberté et puis quand même un assez grand confort. Là, c'était plus confortable, voilà. Et puis très libre. Et puis les derniers temps, il était dans une phase difficile, critique, avec deux propriétaires qui étaient des concurrents, en fait, Eddy Presse et Ringier, et donc qui ne se mettaient d'accord sur rien. Et donc, ce journal... j'avais l'impression d'être dans un bateau sans capitaine. Et c'est là que Alain Janet, avec qui j'avais commencé à l'Hebdo, est venu me chercher pour aller à l'Hebdo. Et là, j'étais contente, parce que j'ai dit oui, parce que j'ai retrouvé un projet collectif, quoi. J'ai retrouvé un journal où j'ai retrouvé un peu de l'esprit des débuts, c'est-à-dire une vraie collectivité qui réfléchit ensemble, qui se demande comment être original, etc. Ensuite, Alain Janet était là depuis... il était à la tête de ce journal depuis quoi, 15-20 ans, je ne sais pas. Et il a dû réduire. Au fil des ans, lui, il a vraiment géré un peu le déclin de la publicité. Là, on parle de la pub, on ne parle pas des lecteurs. Ensuite, l'autre partie du contexte, c'est que Ringier a fusionné avec Axel Springer et que donc a décidé de notre destinée. Les personnes qui décidaient de notre destinée ont changé. C'était plus seulement les Zurichois, mais c'était les Zurichois et les Allemands, avec les Allemands qui engueulaient les Zurichois en disant « Ouais, mais ces romans-là que vous nous avez mis dans le panier de la mariée, ils perdent du fric, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voilà, et des gens qui regardent les choses d'encore plus loin que de Zurich. Et puis, donc, on s'est lancé dans une nouvelle formule, dans l'élaboration d'une nouvelle formule, et qui a été... Donc, après, on a demandé des nouvelles au rédacteur en chef de plus en plus nerveux. Puis il dit alors, cette nouvelle formule, oh là là, il a été très bien reçu, il a été présenté sa nouvelle formule à Zurich, il était très bien reçu. Et puis, on n'avait toujours pas le feu vert, et 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on n'avait toujours pas le feu vert pour lancer cette nouvelle formule. Donc, lorsque la décision est tombée, moi, personnellement, j'étais soulagée, parce que c'était insupportable, quoi. C'est sur cette
impulsion de... On nous fera pas... on nous fera pas taire. On nous fera pas taire et on parie qu'il y a encore des gens que ça intéresse de lire. C'est comme ça qu'est né Bon pour la tête, auquel je participe maintenant, qui est donc un média en ligne. Il y a des cycles, probablement. Ce métier de journaliste était quand même un métier, au départ, un métier plutôt plus du côté des saltimbanques que de l'industrie. C'est devenu une industrie au moment où il y a eu cette énorme manne publicitaire pendant quelques décennies. Et puis la manne publicitaire est tombée, donc les industriels ne s'y intéressent plus. Voilà. Et ben c'est le moment de repartir sur des choses plus petites pour cultiver justement cette fameuse plus-value journalistique. C'est ça. C'est un groupe de personnes qui réfléchissent à comment rendre compte de ce qui se passe, comment poser les bonnes questions sur ce qui se passe. Parce que si c'est pour transmettre les nouvelles, c'est pas la peine. Il n'y a plus besoin de journalistes, les robots sont là pour ça.